2025-2026. On en parle avec nos invités. Et pour en parler de cette fameuse rentrée, je suis ravie d'accueillir Jean-Rémy Girard, bonjour. Bonjour. Président du SNALC toujours, Olivier Beaufrère, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, secrétaire national du SNPDEN, et Yannick Kiervel, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous également, référent national école du UNSA. Nous nous sommes quittés en juillet dernier, nous étions tous les quatre, et l'été est passé comme vous le savez. Comment qualifieriez-vous, peut-être chacun d'entre vous, en tout cas peut-être, allez Jean-Rémy, c'est à vous qui est la première question. Comment vous allez qualifier cette rentrée? Est-ce que vous la sentez sereine? Non. Tendue? Préoccupante? Je dirais lassitude, préoccupation aussi, hein, mais pas mal de lassitude. Hein. Bon, il y a le contexte politique qui a changé hein, depuis qu'on s'est vu la dernière fois. Mais effectivement, c'est une rentrée qui a tendance à ressembler aux autres. Tous les postes ne sont pas pourvus, on va avoir des difficultés. La ministre a sorti 15 idées à la seconde lors de sa conférence de presse. Donc je pense que voilà, il y a une certaine lassitude et puis une certaine angoisse parce que l'éducation nationale est en crise quand même depuis un certain nombre d'années. Une idée que vous avez retenue ou pas, Olivier Beaufrère? Des annonces multiples, variées, différentes, qui sortent parfois même du chapeau, personne ne s'y attendait, hein, je pense au contrôle continu. Sur le terrain, les chefs d'établissement sont bien sûr à la manœuvre, mais il y a un moment où ils ne pourront pas plus, surtout si on a absence de moyens financiers, absence de RH, absence de moyens matériels. Donc faire plus avec ce que nous avons pour l'instant, ça sera compliqué. Est-ce qu'on est plus serein du côté des écoles? Malheureusement non. Alors on est content, on aime son métier, mais par contre on est relativement démoralisé par toutes ces réformes qui sont faites sans les moyens derrière pour les appliquer correctement et pour aider les élèves au mieux. Alors de manière large, on sait bien qu'il y a un vote de confiance qui est demandé donc par François Bayrou la semaine prochaine et qui va peut-être amener à une autre dissolution, une énième dissolution de l'Assemblée nationale, enfin en tout cas une deuxième là, pour cette période-là. Ça voudrait dire un septième ou une septième ministre de l'Éducation nationale. Est-ce que c'est une possibilité ou pas? Si vous avez plus de 5 000 € en banque, écoutez bien ce message. La situation est grave. Plus de 1000 distributeurs. Est-ce que vous l'avez envisagé? C'est une possibilité de changer de ministre de l'Éducation nationale. La dernière fois, c'est ce qui nous est arrivé, effectivement. Après, il y a la personne du ou de la ministre de l'Éducation nationale, et puis il y a la politique en réalité qui est menée. Nous, on a changé beaucoup la tête de la ministre de l'Éducation nationale. Ça ne veut pas dire que la politique a forcément beaucoup évoluer. Maintenant, on verra. Pas mal de réformes quand même, on va pas se le cacher. Oui, mais alors dont une partie finalement sont lancées par l'un, puis mises en œuvre par la suivante, etc. Et puis il y a ensuite les petits jeux parfois politiques. Hein. On se souvient, Gabriel Attal a lancé des trucs. Elisabeth Borne a dit non, on va les ranger, etc. Donc il y a aussi des effets on nous lance tous dans quelque chose et puis on se rend compte qu'un an après, il faut arrêter, il faut changer. Je pense à la réforme du lycée professionnel où on est déjà en train de revenir partiellement dessus, alors qu'on avait dit qu'effectivement ça ne marcherait pas très bien. Le ministère s'en rend compte, comme d'habitude, un peu tard. Ça veut quand même dire que potentiellement, il peut y avoir donc dissolution, donc nouvelle ministre, et donc encore de nouvelles réformes à venir. Ça veut dire qu'un manque de continuité, on vient d'en parler à l'instant. Une ligne claire, un véritable pilotage, ça serait bien qu'on puisse se transposer véritablement sur une année un peu stabilisée, mais je pense que ça n'en prend malheureusement pas la direction. C'est vrai que là, l'accumulation fait qu'effectivement, on ne sait pas vraiment où nous allons. Mais la certitude, c'est que la rentrée se fait. Oui, la rentrée se fait, c'est vrai, et c'est plutôt assez bien faite, on l'a vu aujourd'hui. Le sentiment dont vous parlez, la lassitude, effectivement, le côté vraiment répétitif de ces galères, c'est le terme que prononcent souvent les Français chez nos confrères, eh bien, on revient dans tous les milieux. On sait qu'il y a le 10 septembre un appel, l'appel Bloquons tout. Hein. Est-ce que vous pensez que les personnels éducatifs, les syndicats, de l'éducation seront également mobilisés ce jour-là? Alors moi j'ai entendu qu'il y avait quelques syndicats mobilisés, le nôtre ne l'est pas pour le 10 en tout cas, nous on sera mobilisés le 18. Pourquoi le 18 et pas le 10? Parce que le 18 c'est un mouvement, on suit la fonction publique, c'est un mouvement d'ampleur on va dire, il y a un peu plus de recul par rapport à l'organisation du 10 septembre qui est partie de milieux avec lesquels on n'était pas trop en rapport à la base. Et pour vous, Olivier Beaufrère? Nous, avec notre fédération, l'UNSA, donc on suit bien sûr le 18. Il faudra qu'on assure bien sûr le fonctionnement des établissements. Vous savez que les chefs d'établissement, les jours de mouvements sociaux sont malheureusement, ou heureusement à la manœuvre pour pouvoir permettre des fonctionnements à minima ou des fonctionnements vraiment très très difficiles. Pourtant, c'est un appel à la grève massif, le 18. Vous pensez que les profs sont quand même présents?
Difficile Présent d'anticiper. en classe, je parle. Difficile d'anticiper à l'avance. Ouais. Et vous, de votre côté, Jean-Rémy Girard? Nous, au SNAC, on n'a pas encore pris de position sur le 18. On a posé en revanche un préavis de grève qui couvre l'ensemble de l'année scolaire. Comme ça, au moins, les collègues sont protégés s'ils veulent se lancer sur le 10 ou s'ils veulent se lancer sur le 18. On verra. Nous, c'est vrai que les journées ponctuelles, surtout juste à la rentrée, on sait que ça a un succès souvent assez limité. Et puis là, on est dans cette instabilité politique qui fait aussi que on ne sait pas trop à qui on est en train d'adresser notre message. Mais on va se prononcer dans nos instances nationales très prochainement. Pour bien comprendre ceux qui nous regardent, en fait, pour bien qu'ils comprennent, c'est-à-dire que quand vous dites que c'est un succès limité, vous voulez dire que la mobilisation se fait peu parce qu'il y a quand même une conscience professionnelle à se dire qu'il faut faire court et être là? Il y a deux choses. Il y a effectivement, ça joue beaucoup sur la conscience professionnelle. On est un métier, des métiers proches des élèves. Il y a toujours des problématiques, des collègues qui disent mais voilà, je ne peux pas perdre trop d'heures de cours, ce genre de choses-là. Et puis, il y a aussi la répétition et une fois encore la lassitude, c'est-à-dire qu'à un moment, accumuler les journées ponctuelles de grève et finalement ne pas avoir obtenu grand-chose au bout du bout, parce que la situation s'est quand même dégradée dans l'éducation nationale, les rémunérations, le pouvoir d'achat est quand même en baisse chaque année, globalement. Donc il y a même lassitude à faire grève, c'est ce qu'on est en train de me dire. Ah, clairement, il y a une lassitude à se lancer dans des mouvements de grève d'ampleur, et je pense qu'à un moment, ça va casser assez fort, en fait, parce que là, il y a cette lassitude, mais mes collègues de l'UNSA, d'ailleurs, l'ont montré. De plus en plus de collègues souhaitent quitter le métier ou envisagent de quitter le métier. Et ça, c'est un signal qui est extrêmement inquiétant. Donc peut-être qu'ils ne se mettront pas en grève, et peut-être qu'il y a d'autres moyens en fait, de montrer son désaccord qui auront un impact sur le système éducation nationale. Dans le monde, donc ce samedi 30 août, le CTFSU, premier syndicat du secondaire, a-t-il la d'alarme après avoir réalisé un sondage auprès de 10 000 enseignants, dont 86% se disent désabusés et les 2/3 déclarent avoir pensé à démissionner depuis 2023. Quand même, là on a 86%, enfin, c'est extrêmement grave. Oui, et le baromètre UNSA qui se basait sur 53 000 répondants avait à peu près les mêmes résultats en termes de proportion, donc il y a une vraie inquiétude et puis des collègues démoralisés qui aiment leur métier comme je disais tout à l'heure mais qui ne sont pas en capacité de le faire correctement et du coup qui veulent abandonner. Et dans tous les métiers de l'éducation. C'est pas seulement chez les enseignants, dans tous les métiers, Ouais. chez les chefs d'établissement, chez les infirmières scolaires, chez les assistantes sociales, les CPE. On voit bien aujourd'hui des personnels qui partent au bout de 10 ans, 15 ans, qui disent je pars faire autre chose. Et ça, c'est quand même assez nouveau comme indication. Alors quand c'est par choix, à la limite on peut tout à fait l'entendre, mais quand c'est pas par choix mais par dépit, c'est vrai que c'est affreux et c'est après ce qui ressort des enquêtes. C'est-à-dire se dire, vraiment, les conditions de travail sont absolument terribles. On parle du budget puisque c'est la mobilisation du 10 septembre en l'occurrence. Certes, il y en aura une le 18 et j'ai bien noté que vous y serez, donc je ne désespère pas de vous avoir juste après en débrief de cela. Elisabeth Borne a pris la parole. 64 milliards le budget de l'éducation nationale, 16 milliards de plus qu'en 2017. En 2017, je vais y arriver, ce targetel. Ça veut dire que 16 milliards, on les a mis où? Sachant qu'aujourd'hui, on fait le constat identique à celui il y a 6 mois, 1 an et à 3 ans. On est vraiment dans la... Oui, on les a pas mis dans la rémunération des personnels, on les a pas mis pour diminuer non plus la taille des classes, mais il faut bien voir, on peut toujours balancer des chiffres en valeur absolue, comme ça il y a des phénomènes d'inflation, il y a la part des retraites également dans le budget, mais globalement ce qu'on constate en termes tendanciels, c'est que la part de l'éducation nationale dans le PIB, dans le produit intérieur brut, elle diminue progressivement, donc on peut toujours dire on a mis plus d'argent, en fait. La place de l'éducation nationale dans l'ensemble du pays diminue en termes budgétaires parce qu'on consacre le budget à d'autres choses qu'à l'éducation nationale. Mais effectivement, on n'a pas vu d'amélioration des conditions de travail. Dans mon lycée, les classes sont toujours entre 32 et 35, rien n'a changé. Et on cherchait encore d'ailleurs le dernier poste en lettres le jour de la pré-rentrée. Personne n'était encore nommé. On n'est plus les champions numéro 1 d'Europe de surcharge... Non. Surchargement des classes? Ah non, on a même des filières à 38. Je pense au STMG, par exemple, sur certains départements. Ah oui. On peut être à 38. La vraie difficulté aujourd'hui, c'est certes, on annonce des chiffres. Depuis 2 ans et demi, 3 ans, on nous donne des lignes budgétaires, on les arrête en cours d'année, on les reprend.
on arrête des enveloppes, hein, on ne va pas refaire la longue litanie, mais les PAC, les IMP, les HSE, tout ce qu'on peut attendre. Attendez, parce qu'on ne comprend pas tout. Oui, donc voilà, on nous donne des enveloppes en début d'année. Les pactes enseignants, c'est ça? Les pactes enseignants en début d'année, par exemple, on peut nous donner aussi le pass culture l'année dernière, et puis les interrompre, nous c'est ce qu'on appelle le stop and go, c'est-à-dire les interrompre brutalement. Donc dire qu'on met un budget important, certes, mais comment piloter à vue et surtout comment s'arrêter en cours de route alors qu'on peut avoir engagé des projets. Donc ça, pour nous, c'est vraiment le plus difficile. Donc des conditions qui sont toujours compliquées. Côté école, est-ce qu'on ressent la même chose, point de vue instituteur, institutrice? Oui. Alors le truc, c'est qu'on ressent surtout qu'il y a un manque de remplaçants, ce qui fait qu'on ne peut pas mettre en place des formations, que lorsqu'il y a un enseignant qui est absent, déjà c'est compliqué dès la rentrée. Donc il y a une espèce de tension qui fait que les enseignants ne prennent même pas le réflexe de prendre leur congé de maladie, par exemple, pour ne pas mettre à mal leurs collègues, alors que c'est un droit. Et pour l'aide aux élèves en difficulté, par exemple, on a aussi cette problématique que des réseaux d'aide, par exemple, ont été démantelés petit à petit. Donc, ce qui permettait d'aider les élèves les plus en difficulté dès le plus jeune âge n'est plus en place actuellement. Ce qui fait qu'on se retrouve au collège avec des élèves qui ont des difficultés d'apprentissage en lecture ou en mathématiques, sans se poser la bonne question de comment faire pour les aider réellement. Les AESH, toujours pas plus grand nombre, ça n'a pas augmenté, pas plus d'aide? Alors, il y a un peu plus d'AESH, mais comme il y a plus d'élèves en situation, enfin dans l'école inclusive, en fait, ça ne va pas couvrir l'ensemble des besoins. On parlait des métiers où les gens partent. AESH, hein, c'est un métier qui est très très instable, avec de plus en plus de difficultés à recruter et puis à garder les collègues. Je rappelle quand même que les AESH sont des personnels qui sont payés sur du temps incomplet forcé, et si elles n'ont pas un deuxième métier, je dis elles, c'est 93% de femmes, c'est en dessous du seuil de pauvreté en France. Donc on est effectivement sur des difficultés aussi, avec en plus des réformes qui globalement nous disent il va falloir faire autre chose que les AESH pour inclure les élèves. Il va falloir presque apprendre à se passer des AESH et faire de la pédagogie, de la différenciation. Une fois encore, à 32, la différenciation, c'est très sympathique sur le papier. C'est un petit peu compliqué à mettre en place dans le réel. Donc l'école inclusive, ça reste une énorme source de souffrance pour les élèves inclus, pour les autres élèves, pour les familles, pour les enseignants, les AESH, parce qu'on l'a fait au rabais, en fait, et on va continuer à la faire au rabais. Et l'UNAPI a tiré la sonnette d'alarme concernant justement le trop grand nombre d'enfants en situation de handicap qui n'ont pas pu faire leur rentrée scolaire. Encore une fois, on rejoint la problématique du manque de moyens. Il y a un manque de moyens à ce niveau-là. On a voulu à tout prix accueillir un maximum d'élèves, mais sur le terrain, on a fermé des postes, par exemple, dans les instituts spécialisés, et sans donner aux moyens aux collègues dans les écoles d'accueillir correctement les élèves. Donc, comme le disait Jean-Rémy Girard, les collègues sont vraiment en souffrance par rapport à l'accueil des élèves en situation de handicap, et tous les élèves le sont d'ailleurs. Lorsqu'on parle effectivement d'inclusion et de manque de personnel, vous l'avez dit de toute façon depuis le début, sur les conditions de travail qui sont compliquées, et surtout c'est la problématique des remplacements et des professeurs qui partent, qui désertent le métier. C'est 16 milliards, encore une fois, vantés depuis donc 16 milliards de plus qu'en 2017, vantés par Elisabeth Borne. Est-ce qu'une partie a servi quand même à retenir quelques-uns d'entre eux en disant non, c'est bon, on va... Non, ça a plus servi à payer des départs. Effectivement, puisqu'on a, alors très légèrement, mais on a eu cette expérimentation de pouvoir, comme dans le privé en fait, de pouvoir partir, pas juste démissionner, mais d'avoir la capacité avec un projet, etc., de pouvoir toucher quelque chose pour s'en aller, entre guillemets. Donc il y a eu des budgets qui sont là. On attend de savoir d'ailleurs si ça va être maintenu ou pas, puisque cette expérimentation s'arrête normalement en décembre. Moi, je peux vous dire en tant que président du SNALC, beaucoup de collègues cherchent ce type de moyens pour partir. Donc c'est extrêmement demandé aujourd'hui de pouvoir trouver des conditions pour s'en aller. Et ce sont leurs droits du point de vue juridique. Alors c'est leur droit, sauf si leur démission est refusée. Non, mais c'est très intéressant parce que justement c'est aussi le papier du Monde où on parle de refus de démission. Ça existe en d'autres métiers, ça, où on refuse la démission de quelqu'un ?
Pas de peut connaissance. exister, mais c'est pas une habituel dictature quand même. Quoi, non mais je veux dire, c'est comment on peut refuser une dictature. Voilà. Comment on peut refuser une démission? Bah, disons, de toute façon, ça met les collègues dans une situation qui est quasiment intenable et certains se retrouvent en abandon de poste. Parce que de toute façon, ils se sentent incapables de continuer et ils quittent leur poste sans demander l'autorisation. Mais c'est compliqué comme situation. C'est terrible, effectivement. On peut aussi parler revalorisation, on peut aussi parler de qualité de vie au travail. Oui, et bien ça, sûr, avec plaisir. c'est extrêmement important. Et c'est peut-être l'un des éléments qui fait qu'aujourd'hui, bon nombre de collègues souhaitent partir ou que, effectivement, eh bien, nos métiers ne sont plus du tout attractifs. Alors, il y a effectivement beaucoup de conditions difficiles. On a parlé des salaires, bien sûr. On parle aussi des violences. Le ministère met en place le plan Tous unis contre les violences. Alors, déploiement de CPE et d'AED, les fouilles, les saisies d'armes, la lutte contre le harcèlement, initiative pour l'empathie, protocole santé mentale. Vous, je sais très bien ce que vous en pensez avec vos grands yeux comme ça, et vous en avez déjà parlé à Jérémy Girard, mais j'aimerais bien quand même vos réactions à tous les deux, avant qu'il hurle. Non, sans hurler, on a là beaucoup d'annonces, c'est l'empilement des propositions de rentrée. On fait déjà beaucoup. Alors on est en train de mettre en avant les fouilles de sacs. Je crois qu'il faut qu'on revienne un petit peu en arrière. Attendez, reviens en arrière, pourquoi? Parce que de toute façon c'est impossible. Parce que c'est impossible. Et on puis, mettrait 1h15 à faire rentrer oui, comme un avion. Et quoi. puis est-ce qu'on peut mettre tous les jours des forces de l'ordre? On a vu que même que lorsque des forces de l'ordre sont présentes, on peut avoir des drames. Et puis par exemple, les portiques dont on parlait, plus personne n'en parle parce que c'était vraiment une gabegie. Donc il faut peut-être qu'on revienne sur... Fortune des portiques. Oui, c'est complètement inutile. Quand vous avez... Il y a quand même 12 millions d'élèves à peu près, c'est ça. Un lycée de 1500 élèves, il faut que ça rentre quand même à peu près en 10-12 minutes. Donc imaginez, c'est un petit peu comme quand on prend l'avion, il faut être extrêmement clair. Donc ce type de décision, ça reste quand même un empilement et c'est relativement impossible à mettre en œuvre. Lutte contre le harcèlement quand même utile évidemment, bien entendu. Initiative pour l'empathie, certes. Est-ce que ça marche du côté aussi des écoles? Est-ce que les instituteurs, personnels de vie éducative sont un peu plus rassurés quant à ce plan qui s'appelle Tous unis contre les violences? Je suis pas certain que le plan les rassure plus que ça. Eux, ils sont face à leurs élèves. Bon, déjà en primaire, il y a un petit peu moins de problématiques de port d'armes ou de choses comme ça. Mais ce qui est souffrant pour les collègues finalement, c'est de se retrouver, par exemple, on parlait de formation tout à l'heure, donc ils sont censés mettre les programmes EVARS, éducation à la vie affective et relationnelle et à la sexualité, en place. Ils n'ont pas eu de formation. Alors que ces programmes touchent à des questions très sensibles pour les élèves. Et du coup, il y a ce stress-là malgré tout, parce qu'on parle d'estime de soi, de consentement. Et c'est des choses qui doivent prendre du temps pour que ce soit installé. Mais alors, pas de formation parce qu'ils pensent que les professeurs, enfin les instituteurs, vont aller directement sur Internet, seuls, le soir, le week-end, pour se... Alors, malheureusement, on a du mal à savoir ce que pense le ministère parfois. En l'occurrence, donc, les programmes qui ont été publiés en mars existent. Et les formations qui vont être mises en place le seront au fil de l'année, on va dire, et même des 2-3 années à venir. Donc, ce qui veut dire qu'à la rentrée, en tout cas, aucun professeur n'est formé. Même si l'institution a envie de les former, mais ce n'est pas encore le cas. Les jours fériés, un petit mot quand même. Oui. Ça. Écoutez, on va voir quel sera le destin de cette proposition de notre actuel Premier ministre. Surtout qu'on a très vite compris qu'il s'agissait de travailler les jours fériés, mais sans être payé pour le travail qu'on ferait les jours fériés. Donc autant vous dire que la mesure a quand même un petit peu du mal à passer, même si elle a l'air un peu symbolique comme ça n'a pas l'air entre guillemets très grave. On est juste en train de demander du travail gratuit aux gens. C'est quand même quelque chose d'assez compliqué à faire passer et à faire accepter. Donc nous, évidemment, on y est très très opposés. On espère que cette mesure va malencontreusement disparaître d'ici quelques semaines. D'autant que c'est compliqué pour le personnel éducatif, mais aussi pour les parents qui sont censés travailler, donc du coup on fait quoi A priori tout le monde, l'idée de ce que j'avais compris, mais parfois faut décrypter, c'était qu'il n'y avait plus, ces 2 jours fériés n'étaient plus fériés pour personne, c'est-à-dire que les enfants sont à l'école et les parents sont au travail là où ils travaillent. Vous faites référence peut-être au lundi de Pentecôte, où effectivement on a 2 régimes. Voilà, donc, 2 régimes. Je ne crois pas que c'était ce qui était envisagé là, pour le coup. On n'a pas encore trop d'éléments. Ce qui est fou, c'est que c'est toujours flou. C'est-à-dire que vous êtes quand même au cœur de la centrale, si je puis dire, du réacteur, et pour autant, même vous, pour vous, c'est flou. Ah oui, bien sûr, mais comme
comme pour tout, là, la ministre balance « Ah, il faut changer la façon de faire le contrôle continu au baccalauréat ». Une semaine avant la rentrée. Enfin, on est là en train de se dire, mais on va peut-être se calmer, on va y aller doucement, on n'annonce pas des changements qu'on prétend structurels, alors qu'en réalité, c'est une note de service qui n'a absolument aucune valeur d'ailleurs, et on ne va pas dire, vous allez tous devoir vous réunir d'ici les vacances de la Toussaint pour nous refaire un joli contrôle continu qui soit moins stressant pour les élèves, en mettant moins d'évaluations qui seront donc chacune plus stressantes puisqu'elles seront plus importantes. Enfin, ça n'a aucun sens, même, ça n'a strictement aucun sens. L'annonce est faite, on va seulement travailler sur le sujet mercredi en commission spécialisée lycée, puis passage au Conseil supérieur de l'éducation, puis parution d'un texte. Donc vous voyez bien que faire une entrée dans ces conditions, c'est quand même un moment de très forte incertitude, d'attente, et peut-être c'est déjà se dire, ça ne fonctionnera pas. Bon, vous avez compris que je vous attends le 18, 19, 20, 21, enfin en tout cas juste après ces mouvements de mobilisation. Il y aura le 10, certainement, vous allez rejoindre, vous, au SNALC, mais aussi, effectivement... En tout cas, on laisse la possibilité aux collègues de le faire. Ça veut pas dire qu'on y appelle en tant qu'organisation syndicale. Pour comprendre effectivement ce qui se passe de l'intérieur. Vous savez que tous ceux qui nous suivent ont besoin de comprendre réellement ce qui se passe. Merci à vous trois d'être venus sur le plateau du Grand JT. Merci. Merci à vous.